Bienvenue sur Back to Teranga, la chaîne qui te parle répatriation et installation au Sénégal. Je suis enfin de retour sur YouTube après une longue pause. Merci pour votre patience et votre soutien. Aujourd'hui, je vais te dévoiler les 7 choses que j'aurais aimé connaître avant de m'installer au Sénégal. Si toi aussi tu envisages la répatriation ou si tu es simplement curieux de savoir comment ça se passe ici, alors reste avec moi pour découvrir tout ce que tu dois connaître pour une installation réussie. En numéro 1, on a la notion du temps. En Afrique, on a souvent ce qu'on appelle l'heure africaine, où le temps est perçu de manière plus flexible et détendue. La vie quotidienne ici peut parfois être un vrai défi pour ceux qui sont habitués à une ponctualité stricte et une organisation rigoureuse. Juste pour attirer votre attention et vous dire qu'ici, les choses prennent du temps. Peu importe la situation ou les problèmes rencontrés dans tous les secteurs confondus, ça peut traîner en longueur pour se régler. On observe une lenteur générale dans tout le pays et ça peut être frustrant. Surtout si tu viens de l'Occident et que tu es habitué à ce que les choses aillent vite, que les problèmes se règlent de manière rapide. No panique, faut juste se dire que les choses sont plus lentes ici et que c'est normal en fait. On va prendre l'exemple des administrations. Dans les administrations, il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de planification précise. Tu sais quand tu rentres, mais tu sais pas quand tu sors. Faut juste un peu de patience et beaucoup d'attente. Ce que je préconise, c'est d'avoir un contact en interne. Ça facilite énormément les choses. Si par exemple, vos documents mettent du temps à sortir, là j'ai une autre solution. C'est mettre quelques sous sur la table pour accélérer le processus. En gros, faut se doyer. Je sais que ça peut en choquer certains d'entre vous, mais c'est comme ça que ça fonctionne ici. Moi, je te donne des solutions, à toi d'en faire ce que tu en veux. Ici, il faut vraiment faire preuve de patience, preuve de flexibilité. Quand je suis arrivée dans mon appartement, j'avais un problème d'eau. Mon problème d'eau était lié au surpresseur. Donc j'en ai fait part à mon agence. Donc moi, je suis arrivée en mai dernier et mon problème s'est réglé en fin juillet. C'est une petite anecdote qui prouve que les choses sont lentes ici et qu'il faut vraiment prendre son mal en patience. S'il y a bien une chose que j'ai compris ici, c'est que les gens sont comme ils sont. Et que c'est pas à nous de les changer, mais plutôt de nous adapter. Il y a un adage qui dit « À Rome, fais comme les Romains ». Au Sénégal, fais comme les Sénégalais. Il faut juste rester ouvert et prêt à apprendre de nouvelles façons de faire les choses. En numéro 2, le coût de la vie à Dakar. La vie à Dakar est chère. Et là, pour le coup, je vais parler que de Dakar parce que dans les autres localités du Sénégal, la vie est bien moins chère. Croyez-moi, la vie peut être excessivement chère ici. Je me suis retrouvée à dépenser bien plus qu'en France. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que les prix ne sont pas du tout justifiés et la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Ok, Dakar, ça reste une capitale, mais les moyens ne sont pas les mêmes qu'à Paris. Ce qui est aussi choquant, c'est que le niveau de vie, il est 10 fois moindre. Donc récemment, l'Institut Numbeo a publié la liste des pays où le coût de la vie est le plus élevé. Sans surprise, le Sénégal arrive en pole position. Je ne sais pas si vous savez, mais le salaire minimum ici au Sénégal il est de 65K. Ça fait environ 100 €. On va prendre un exemple de la location d'une chambre. Donc, la location d'une chambre, ça peut varier entre 50 et 80K. Si le salaire il est à 65K et que la chambre est entre 50 et 80K, bah du coup je te laisse imaginer la suite. Oui, Dakar c'est cher et ce pour l'ensemble de la population. Moi j'essaie de vivre comme une locale, de consommer local, mais des fois même le local est plus cher que l'importé. En termes d'astuces pour pouvoir économiser, franchement, j'en ai pas parce que tout est cher et c'est vraiment à tous les niveaux. C'est aussi bien les logements, les restaurants, les transports. Pour conclure, si tu envisages la répatriation, le coût de la vie est un élément crucial à prendre en considération. Donc en numéro 3, comment se déplacer à Dakar? Dakar c'est une ville petite. Qui dit ville petite dit gros embouteillage quand ce sont les heures de pointe. Dès que vous devez vous déplacer, tous les quartiers semblent éloignés. Et ce qui est vraiment dommage à Dakar, c'est que les mototaxis ne sont pas aussi répandus que dans les autres villes africaines. À savoir que les automobilistes ne font pas forcément attention aux deux roues, mais que les deux roues ont une conduite dangereuse. Aussi, les deux roues sont assimilées à des voleurs. Je vous raconterai dans une prochaine vidéo comment ma copine et moi nous sommes fait agresser ici à Dakar. Pour se déplacer, on va retrouver le moyen de transport classique, donc le taxi. Ici, les taxis sont de couleur jaune. Ils sont visibles et facilement reconnaissables. Personnellement, j'ai arrêté de prendre le taxi pour la raison suivante. C'est que les conducteurs de taxi peuvent parfois être désagréables et malhonnêtes. Bien entendu, je parle de manière générale. Je m'explique. Vous allez négocier un tarif sur une destination avec le taximan. Mais ensuite, pendant la course, le taximan peut changer d'avis en prétextant que la destination est éloignée ou parce qu'il y a des embouteillages, etc. Et il va donc vouloir augmenter le prix. Là, va s'en suivre des palabres
Donc il va hausser le ton, il va s'énerver, il va des fois avoir une conduite dangereuse. Et bizarrement, ils n'ont pas le même comportement quand tu es accompagné d'un homme. Pour la paix de mon cœur et la tranquillité de mon esprit, j'évite au maximum les taxis. Je parle vraiment de manière générale parce qu'il y a des taxis qui sont sympas et qui font correctement leur travail. Ensuite, on a Yango et Hitch. Donc Yango et Hitch, c'est pas mal si par exemple vous souhaitez prendre un taxi et que vous ne connaissez pas le prix de la course. Ça va vous donner un aperçu du prix de la course. Gardez à l'esprit que parfois les prix des courses peuvent être excessifs. Par exemple, pendant les heures de pointe, mais aussi s'il y a un événement ou un rassemblement, il y aura un pic d'activité et donc automatiquement la course va augmenter. Souvent, Hitch est moins cher, mais très sincèrement, ça dépend. L'inconvénient avec Hitch, c'est qu'il n'y a pas autant de véhicules que Yango. Donc en général, je prends Yango. Ensuite, nous avons les transports en commun. Personnellement, j'ai pas expérimenté les transports en commun ici, donc je vais juste vous donner les informations que je connais. En transport en commun, on va retrouver les Demdik. Donc les Demdik, c'est les bus classiques qu'on peut retrouver en Occident. Le Demdik, il a des heures régulières et il a des arrêts visibles. D'ailleurs, c'est consultable sur l'application Moovit. Donc si vous prenez le Demdik, je vous encourage à télécharger l'application Moovit. Ensuite, tu vas retrouver les cars rapides. Donc les cars rapides, ils sont bleus et jaunes. En dernier lieu, les Tata. Donc les Tata, ils sont de couleur blanche. Les cars rapides et les Tata ne sont pas forcément réguliers. En termes de tarification, ça commence à partir de 100 francs CFA. Donc c'est très économique. En autre transport, on va retrouver le BRT. Donc le BRT qui est actuellement en test. Donc il a un itinéraire bien précis dans Dakar. Quand il sera en marche, il va être très intéressant de pouvoir prendre le BRT. Ensuite, on a le TER aussi, qui a un itinéraire bien précis. Donc ça, c'est le train régional express. Donc on va retrouver à la gare de Dakar et qui va desservir un itinéraire précis. Ensuite, en termes de transport, on va retrouver les clandos. Donc les clandos, ce sont des véhicules partagés qui desservent des endroits clés. Les caractéristiques pour reconnaître les clandos, c'est que ce sont des voitures lambda, banalisées, abîmées, et en général, il y a du monde à l'intérieur. Le transport commence à partir de 100 francs CFA. Pour économiser, les transports en commun et les clandos sont à privilégier. Moi, par jour, en termes de budget de transport, je peux être facilement à 15K, voire des fois 20K, mais j'essaye d'optimiser un max. Sinon, en dernier conseil que je pourrais donner, c'est vraiment d'acquérir un véhicule personnel. En termes de liberté, en termes de budget, en termes d'organisation, je pense que ça change complètement la vie ici d'avoir un véhicule. Après, il y a encore d'autres inconvénients, j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Chose numéro 4, la barrière de la langue. Le Wolof est la langue dominante parlée ici, au Sénégal. Bien qu'il y ait des langues locales qui coexistent comme le Pulaar, le Serer, le Jola, le Soninké, etc. En tout cas, le Sénégalais est très complexé quand il s'agit de sa langue. On utilise vraiment le Wolof dans ses échanges quotidiens. Il ne faut vraiment pas être surpris d'entendre cette réflexion. Ah, donc tu es sénégalaise et je ne parle pas le Wolof. Ah, konyo sénégalaise, mais doar Wolof. Donc ça, c'est une expression qui dit assez souvent aux gens comme moi et qui ne parlent pas forcément le Wolof. Apprendre quelques mots, ça peut vraiment faire la différence. Ça va être perçu très positivement parce que ça va montrer ton intérêt pour leur culture. On va pas se mentir, les Sénégalais, même si ça parlait le français, ils vont toujours opter pour le Wolof. Et ça démontre vraiment une forte identité linguistique et culturelle. Personnellement, j'ai eu de la chance que ma mère nous ait appris le Wolof. Concernant mon niveau de Wolof, j'ai une très grande compréhension du Wolof de manière générale. Je peux tenir une conversation en Wolof et je peux me faire comprendre de mon interlocuteur. La rumeur dit que les Sénégalais sont les champions du Joe. Man, Kendouma Joe. Après, c'est vrai que je parle Wolof avec un accent de Toubab, comme ils disent ici, donc avec un accent français. Mon conseil à moi, c'est vraiment d'apprendre quelques mots, d'apprendre quelques dialogues. Par exemple, pour pouvoir négocier les taxis, pour pouvoir négocier les prix au marché, pour pouvoir aussi interagir avec la population locale, ça peut être le gardien, la femme de ménage, même s'ils sont censés parler français. Ceux d'entre vous qui sont curieux d'apprendre le Wolof, j'ai quelques bons plans à conseiller. Donc ma copine et moi, quand nous sommes arrivés ici, nous avons monté un club de Wolof, qui s'appelait Aquartan, ce qui veut dire se rencontrer et discuter. Alors comment ça fonctionnait, c'est que on invitait des Wolophones et des non-Wolophones et on échangeait en Wolof. Donc c'était sous forme un peu de jeu, donc c'était marrant aussi. Et le plus, c'est que ça permettait également de faire du networking. Ensuite, il y a Wolof Academy qui est en ligne. Sinon, ici à Dakar, je sais qu'il y a l'Institut français qui donne des cours de Wolof. Dernier tips, ce serait de trouver une personne locale qui accepterait de vous donner des cours personnalisés en Wolof. En numéro 5, c'est faire des rencontres. Donc moi personnellement, j'ai eu la chance d'arriver ici au Sénégal avec une amie, ce qui a rendu les débuts faciles. Bien que je suis arrivée avec mon amie ici, on avait envie de rencontrer d'autres gens et puis faire du networking. Et c'est là que j'ai découvert New in Dakar.
Donc New in Dakar, ça a été créé par Maëlle, une franco-ivoirienne en VIE ici à Dakar. Et ce groupe, c'est un espace sympa où tu peux faire énormément de rencontres. Donc, tu peux rencontrer des expats, des expats, des VIE, des locaux aussi, etc., etc. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez échanger des bons plans, des conseils. Aussi, elle organise des sorties collectives. Et franchement, grâce à ce groupe, j'ai pu faire de belles rencontres et j'ai pu aussi élargir mon réseau. Si vous êtes à Dakar et que vous êtes installé à Dakar, n'hésitez pas à les suivre sur Instagram, TikTok et du coup à rejoindre la communauté. Ça peut faire vraiment la différence dans ton expérience de nouvel arrivant ici à Dakar. Quand tu arrives dans un pays, tu connais personne. Franchement, ça aide d'avoir ce genre de groupe en tout cas. J'ai trouvé aussi une autre astuce pour pouvoir rencontrer des gens, participer à des activités ou à des cours. Ça peut être un cours de surf, un cours de danse, un cours de peinture. C'est un super moyen de pouvoir rencontrer des gens qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Voilà, faut pas oublier d'être ouvert et sociable parce qu'en Afrique, au Sénégal, de manière générale, ce qui fait vraiment la force, c'est le réseau. Numéro 6, le mobile money. Donc là, on va parler d'argent, de cash. Au Sénégal, il faut savoir que le moyen le plus utilisé ici est le cash. Le taux de bancarisation étant très faible, ici, on utilise beaucoup l'argent liquide. Si, comme moi, j'ai partie de la team CB en France, ça peut être un peu compliqué au début. Ensuite, j'ai découvert Wave, donc la mobile money. Qu'est-ce que la mobile money? C'est un système de paiement qui a été inventé au Kenya, si je dis pas de bêtises. La mobile money, ça permet de conserver ou de retirer de l'argent, ça permet de faire des transferts d'argent, ça permet aussi de régler les factures du quotidien. Moi, je règle beaucoup mes factures dessus. Donc principalement, il y a deux opérateurs, il y a Orange et Wave. Moi personnellement, j'utilise Wave. J'ai deux cartes bleues internationales, je précise internationales. Quand je me rendais au distributeur pour faire des retraits, à chaque fois j'avais des frais de 3500 francs. Et je comprenais pas pourquoi. J'ai fini par comprendre que c'est le distributeur qui te prend les 3500 francs de frais. Et c'est pas ta propre banque à toi. Donc si tu additionnes tous les mois 3500 plus 3500, bah ça finit par faire beaucoup. Sachant que 3500 francs, c'est l'équivalent de 5 euros. Moi j'ai trouvé une autre alternative, donc c'est Sendwave. Sendwave, c'est l'application qui te permet de faire des transferts d'argent. Ça, c'est relié à mon compte bancaire. Franchement, c'est super pratique. C'est instantané. Le taux de change, il est intéressant et il n'y a pas de frais. Donc ça, c'est vraiment une aubaine. Ce que je fais, c'est que je m'envoie des Sendwave. Donc toute ma vie, je m'envoie des Sendwave sur mon portefeuille et du coup, l'argent est disponible tout de suite en francs CFA. Donc ça, c'est vraiment top. Il faut juste savoir que dans les administrations, tu peux pas payer avec Wave et dans certains taxis aussi, je fais vraiment tout avec Wave. Wave, ça fait vraiment partie de mon quotidien. C'est une application que j'utilise vraiment beaucoup. Dernière chose, pour le cash, quand vous avez du cash ici, il faut savoir qu'ils donnent beaucoup de coupures de 10 000, de 5 000. Il y a très peu de monnaie dans ce pays. Je sais pas s'ils cachent la monnaie ou je sais pas ce qu'ils font avec, mais en tout cas, personne n'a jamais de monnaie ici. Si vous montez dans les taxis, des fois les taxis aussi s'énervent parce que t'as un billet de 10 000 et t'as pas de monnaie et lui-même il a pas de monnaie. Donc des fois il peut s'énerver pour ça. Donc, en fait, il faut le prévenir, il faut lui dire voilà, est-ce que t'as de la monnaie sur 10 000? Ça aussi, il faut beaucoup demander. Vraiment essayer de prévoir au maximum des petites coupures. Et 7, on a l'ameublement. En premier point, j'ai apporté avec moi une partie de mon équipement de cuisine. Parce que soyons honnêtes, je voulais vraiment pas me passer de certains appareils électroménagers qu'on peut retrouver ici mais qui sont pas forcément de bonne qualité. J'avais déjà fait l'expérience dans le passé, quand j'étais venue en repérage, j'avais déjà décidé que j'allais apporter une partie de mon électroménager ici. Deuxième point, concernant l'ameublement. Fun fact, j'avais fait le pari de pouvoir meubler ma maison en 24 heures. Et j'ai perdu le pari logiquement. Je pensais que ça allait être beaucoup plus simple parce que je savais qu'il y avait Orca, etc. sur place. Je ne savais pas que ça allait être le parcours du combattant. Pour commencer, il n'y a pas de magasin type Ikea. C'est pas, tu viens, tu prends ton kit, ensuite tu rentres chez toi et puis tu peux le monter tranquillement. Bon, j'ai pas fait le test avec Orca, je sais pas comment ça se passe, mais il me semble que ça fonctionne sous commande et qu'ensuite après ils vous livrent. Donc franchement, en termes de meubles, ici, les options sont limitées. Et quand je dis limité, c'est vraiment limité. Ok, d'accord, il y a Orca, il y a Discover, il y a d'autres magasins d'ameublement. Déjà, de 1, les prix sont chers. Donc ça reste des meubles importés, donc c'est ce qui explique en partie le prix. Deuxièmement, c'est que en termes de esthétique, c'est pas du tout mon style. J'ai pas mal traîné. J'ai fait tous les magasins de meubles de Dakar. Déjà pour me trouver the canapé. Je voulais absolument un canapé d'angle et j'avais du mal à trouver parce que soit c'était trop cher, soit c'était pas vraiment le style que je recherchais. Et finalement, j'ai pu trouver un canapé. En tout cas, mon conseil pour l'ameublement, c'est vraiment de tout faire venir de France. Déjà, ça vous coûtera moins cher. Je sais qu'il y en a qui ont fait comme ça ici. En tout cas, pour le transport, c'était abordable. Pour la deuxième solution, on a l'option menuisier. Bon courage pour trouver the menuisier, en tout cas le menuisier fiable qui pourra vous faire quelque chose de correct et qui ressemble à ce que vous avez demandé. C'est pas facile de trouver un bon menuisier, il faut vraiment que la personne l'ait testé et encore, même si la personne l'a testé, ça veut pas dire qu'il aura le même comportement avec vous. La troisième solution, c'est les groupes Facebook. Sur les groupes Facebook, il y a beaucoup d'expats qui s'en vont ou alors qui déménagent tout simplement et qui bazardent énormément de meubles.
Et des fois, il va sortir des meubles à un bas prix. Vraiment intéressant, je vous invite à y aller. J'ai failli acheter plusieurs fois des meubles dessus, mais malheureusement, ça part tellement vite. Du coup, il faut vraiment être à l'affût. Et c'est vrai que moi, je me connecte pas souvent sur Facebook. En tout cas, c'est une bonne alternative, ça. Et surtout, la bonne période pour avoir des bons meubles, c'est à partir de mai. Entre mai et août, il y a énormément de départs, de renouvellement de contrats. Je parle par rapport aux expats. C'est l'occasion de pouvoir s'acheter des meubles. Certes, des meubles d'occasion, mais qui sont en général très bien entretenus. Ça, c'est un très bon plan. Si vous envisagez de vous installer ici, prenez en compte que l'ameublement, c'est pas ouf. Les offres sont limitées. Voilà pour l'ameublement. Donc voilà, c'était quelques-unes des choses que j'aurais aimé savoir avant de m'installer au Sénégal. J'espère que ces informations vous seront utiles si vous envisagez de vivre ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils et d'aventures sur la vie au Sénégal. Merci de m'avoir suivi et à très vite pour la prochaine vidéo.